Bien, bonjour à tous. Je vous propose que nous commencions. Je pense que ça a commencé. Parfait. Alors, je vais te demander déjà de faire l'appel pour s'assurer qu'on a bien le quorum. Monsieur le directeur général. Monsieur François Rage. Présent. Monsieur Philippe Maitria. Présent. Madame Géraldine Alexandre Retardé donne procuration à Monsieur Zignac. Monsieur Bruno Bournel. Présent. Madame Myriam Selle. Présent. Monsieur Yves Cioli. Présent. Madame Mina Perrin. Elle aura 5 minutes de retard. Monsieur Romain Robello. Idem. Madame Audrey Nierga. Monsieur Richard Passiotto. Présent. Madame Chantal Drodz. Monsieur Bernard Barasson. Madame Evelyne Brun. Monsieur Didier Zimniac. Madame Incarnation Ruiz donne procuration à Madame Florence Joly. Madame Christine Faure. Madame Ariel Onis. Monsieur Christian Tournadre. Monsieur Nourdine Haché-Milançon. Monsieur Didier Clavel. Madame Florence Joly. Madame Virginie Chaderas. Madame Blandine Galliot. Monsieur Anthony May donne procuration à Madame Evelyne Brun. Monsieur Youssef Hadouche. Madame Audrey Pétisme. Monsieur Stéphane Herman. Madame Renati Le Paysan. Madame Sophie Payen donne procuration à Monsieur Stéphane Herman. Madame Maryse Boste-Vironois. Monsieur Christian Fongarnant. Monsieur Yves Ramon. Madame Caroline Sadourny. Madame Pascale Faure. Monsieur Bruno Bonave. Merci. Le quorum étant atteint, je vous propose que l'on ouvre cette séance du conseil municipal qui devrait être pas trop longue, je pense, puisque l'ordre du jour n'appelle pas de sujet extrêmement majeur. Alors, il nous faut déjà désigner le secrétaire de séance, si M. Pasquito veut bien. Comme à l'accoutumée, il est désigné secrétaire de séance. La date du prochain conseil municipal, ça sera le 2 juillet, avant de partir en congé, le 2 juillet à 18h30. Et je dois vous demander, on a rajouté une délibération sur table que vous deviez avoir devant vous, qui a été envoyée aussi par mail en fin de semaine dernière aux responsables des groupes d'opposition. Je vous demande donc de rajouter un rapport numéro 28 qui est relatif à l'acquisition de la parcelle cadastrée section BS numéro 626, 5 rue du Foirail. Et donc il sera étudié en dernière délibération, juste à la fin de ce conseil. Je dois donc vous demander l'avis pour modifier l'ordre du jour, puisqu'on rajoute une délibération. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité et nous pourrons donc étudier cette délibération. Nous devons d'abord adopter le procès-verbal de la séance du 26 mars 2024. Y a-t-il des commentaires sur ce procès-verbal? Pas de commentaires, pas de questions. Tout va bien. Des avis contraires, des abstentions. C'est adopté à l'unanimité et nous pouvons donc attaquer l'ordre du jour de ce conseil municipal avec la commission ville éducative, inclusive et protectrice. Et c'est donc Madame Drodz sur passeur d'images. Donc, merci Monsieur le maire. Donc, dans le cadre de la politique d'animation, la ville de Cournon d'Auvergne soutient depuis plusieurs années le dispositif passeur d'images. Donc, relayé sur le plan régional par l'association Sauf qui peut le court-métrage, cette action permet l'organisation sur le territoire communal de différentes actions tout au long de l'année et notamment la projection de 4 films lors de séances de cinéma en plein air. Donc, cette délibération, elle n'est pas nouvelle, hein, ça fait plusieurs années qu'elle se fait sur Cournon. Je vais plutôt vous mettre en avant ce qui est nouveau sur cette année. Donc, vous aurez toujours 4 films de cinéma sur l'été, donc qui vont commencer le 10 juillet. Mais par contre, il y aura un nouveau site qui sera sur La Poêlade. Donc, vous aurez un film sur Aricia, un film sur la coloc, alors c'est pas dans cet ordre-là, hein, un film sur La Poêlade et un film au plan d'eau. La deuxième chose qui va être nouvelle, c'est qu'on a pu avoir, en plus de ce qu'on avait dans ce package, un cinéma débat. Donc normalement, vers le mois de novembre, il y aura une séance de cinéma au Gergovie avec des courts-métrages sur la thématique du handicap et après, ensuite, avec un débat avec des associations locales.
Voilà, sinon le dispositif n'a pas plus de nouveautés que ça. C'est exactement la même chose que les autres années. Donc, par la présente délibération, le conseil municipal est invité d'une part à adopter les termes d'une convention de partenariat qui interviendra entre associations sauf qui peut le court-métrage et la ville de Cournon, et d'autre part à autoriser monsieur le maire à signer la dite convention et ses annexes, prévoyant notamment le versement d'une subvention d'un montant de 8 385 € à la dite association. Merci Madame Drodz. Y a-t-il des commentaires? On a enfin réussi techniquement à assurer une séance à la pointe, à la poêlade. Je sais que c'était pas simple et je remercie les services d'avoir su s'organiser pour pouvoir le mettre en œuvre. Pas de soucis, pas de questions. Des avis contraires, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 2, c'est toujours vous, Madame Drodz, sur le programme Corps européen de solidarité. Donc, si vous me le permettez, je vais passer la parole à Madame Joly. Tout à fait. Bonsoir, merci. De la même manière, c'est une convention que vous connaissez également, qu'on avait préalablement. Il s'agit d'un accueil de volontaires de jeunes Européens pour une durée d'1 an. Avec l'association Concordia qui s'occupe de sélectionner les candidats, d'assurer le suivi quotidien de ces jeunes, de leur assurer un logement et un abonnement de bus, ainsi que les assurances. Et nous, de notre côté, nous avons une participation financière de 100 € de cotisation et 4 800 € pour la durée des 12 mois. Et bien sûr, on s'engage bien sûr à ce que ça se passe le mieux possible. La volontaire actuelle, Madame Drodz pourra vous en reparler si vous le souhaitez, a souvent été accueillie dans le cadre des services de la jeunesse. Donc la majorité des Cournonnais ont pu bénéficier de cette expérience d'une nouvelle culture. Donc les crédits ont été inscrits au BP du 2024 et le conseil municipal vous invite à se prononcer favorablement sur cette convention, de l'adopter et de pouvoir autoriser le maire à signer cette convention qui était jointe à ce projet. Des questions? C'est plutôt symbolique de passer cette délibération à 15 jours des élections européennes, qui j'espère vont voir plein de citoyens cournonnais venir voter. C'est important. Pas de soucis. Je lance un petit appel, comme il y a des gens qui nous regardent comme ça. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. Merci. Le rapport numéro 3, Madame Drodz, des travaux sur la toiture de l'école élémentaire Léon Derma. Oui, Monsieur le maire. Donc, dans le cadre de l'entretien des bâtiments scolaires, il convient de procéder à des travaux d'isolation et d'étanchéité de la toiture de l'école élémentaire Léon Derma, qui est située 52 avenue des Dômes à Cournon, afin d'améliorer les performances énergétiques de ce bâtiment. Cette opération est susceptible de bénéficier de différentes subventions. Donc, par la présente délibération, il est demandé au conseil municipal, d'une part, d'approuver le projet de travaux d'isolation et d'étanchéité de la toiture de l'école élémentaire Léon Derma, d'autre part, d'adopter le plan prévisionnel de financement dont le coût global de réalisation s'élève à 183 692,31 € et enfin d'autoriser Monsieur le maire à solliciter 2 subventions, l'une auprès du conseil départemental du Puy-de-Dôme pour un montant de 36 738,46 € au titre du Fonds des initiatives communales et l'autre auprès de l'État pour un montant de 55 107,69 € au titre de la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL. Merci. Ceux qui étaient avec moi ce matin en commission d'appel d'offres ont pu mesurer les différents chantiers de travaux d'isolation, puisqu'on avait 4 bâtiments, je crois que oui, vous étiez avec moi, avec des sommes qui sont un peu en dessous de nos estimations, donc c'est plutôt très bien. Pas de souci, ça nous permettra de ensuite pouvoir, Madame Perrin n'est pas là, mais de pouvoir mettre des panneaux photovoltaïques sur ce bâtiment et on continuera notre autonomie énergétique pour pouvoir se passer des augmentations, en tout cas dépasser les augmentations qu'on a pu connaître ces derniers temps. Pas de souci, pas d'avis contraire. Monsieur Zimiak, vous voulez prendre la parole? Non, c'est parce que votre micro est allumé. C'est bon, ça. C'est juste après. Ah d'accord. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité.
Nous passons donc à la commission Ville Vivante. C'est le rapport numéro 4. Donc c'était Madame Alexandre et je suppose que c'est Monsieur Zimniak pour une subvention exceptionnelle à l'association Orchestre de Batterie Fanfare de Cournon. D'où l'anticipation de l'ouverture du micro. Voilà, pour gagner du temps. Donc l'association culturelle Orchestre de Batterie Fanfare de Cournon a accueilli les tambours de la garde républicaine à l'occasion d'un concert qui a été donné à titre gracieux dans le cadre du printemps musical organisé par le Conservatoire de musique qui s'est déroulé donc, le 16 au 24 mars dernier. Ça a été un moment d'échange avec les musiciens de la garde républicaine et les élèves de la classe du conservatoire ont pu procéder avant le concert à rencontrer, à discuter, à échanger avec la garde républicaine et ça a rencontré un très vif succès. Compte tenu des résultats de l'investissement de cette association et de la vie culturelle de la ville, le fait de contribuer à l'accueil de la carte républicaine, ça a généré des frais un peu plus supplémentaires. Il a fallu les loger, les nourrir, etc. Et donc, du coup, on vous demande de contribuer financièrement aux frais afférents à cet événement exceptionnel en lui accordant une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 000 €. Merci, Monsieur Zimniak. Si je ne me trompe pas, on a un ancien élève du conservatoire qui fait partie de la garde républicaine. Tout à fait. Des questions? Pas de questions. Pour ceux qui étaient, je crois que c'était un très joli moment, avec beaucoup de monde d'ailleurs. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 5, subvention exceptionnelle au comité de parrainage. C'est toujours vous, M. Zimniak? Tout à fait. Donc, la délégation cournonaise composée du conseil d'administration, du comité de parrainage et jumelage des villes nationales et internationales d'une dizaine de musiciens de l'orchestre de batterie fanfare encore, ils sont présents vraiment beaucoup dans beaucoup d'événements, se sont rendus à Lichtenfels du 14 au 18 septembre 2023 sur invitation du comité de jumelage allemand à l'occasion du 45e fête du panier. Les frais afférents à ce déplacement, à savoir la location d'un bus, se sont élevés à 6 900 €, somme conséquente pour le budget de ce comité, qui est une association un peu particulière parce qu'ils n'ont pas des budgets vraiment forcément conséquents. Donc, compte tenu des résultats et de l'investissement de cette association, on vous propose de contribuer financièrement aux frais afférents à ce déplacement. Il y a un petit reliquat qui n'a pas été pris en compte, et donc on vous propose de leur accorder une subvention exceptionnelle d'un montant de 800 € pour faire face donc aux dépenses qui ont dépassé un petit peu le budget. Ok, des questions? C'est l'occasion de rendre hommage et de féliciter les membres du comité de jumelage qui, eux aussi, à travers leurs échanges, incarnent l'Europe. Et je crois que c'est le bon moment aussi. Et il y a un groupe d'Italiens, c'est ça? Allemands qui arrive mardi. Ah oui, et il y a un tournoi de pétanque, j'ai vu ça d'ailleurs. Alors, ne prennent pas part au vote, les conseillers municipaux qui ont été désignés au sein de cette association. Donc, Géraldine Alexandre, Caroline Sadourny, Pascal Faure, François Rage, Nourdine H. Anthony Mahé, Christian Fongarnon. Vous ne pouvez pas voter. Toi aussi, tu y es? Ah bah, je ne t'es pas sur ma liste. Non, mais vous y êtes peut-être à titre bénévole. Vous n'êtes pas au titre de la municipalité. Bon, moi, je fais confiance à Véronique qui a noté tout ça. Vous n'êtes pas dans la liste des élus, vous y êtes à titre bénévole. Voilà. C'est juste, bon, il n'y a pas de grand souci, mais on essaye de se mettre en cohérence avec tout ça. Des avis contraires, des abstentions, c'est adopté à l'unité, moins ceux qui ne pouvaient pas voter. Rapport numéro 6. Alors, comme vous êtes dans les instances, on me dit dans mon oreillette qu'il vaut mieux que vous ne votiez pas, donc on enlève Bernard Barasson et Yves Cioli. Il n'y en a pas d'autres? Ok. Rapport numéro 6, c'est M. Tournade qui nous revient tout dépité de Marseille. Merci, Monsieur le maire. Délibération sur la poursuite des travaux de rénovation de l'éclairage concernant les terrains de football de Gardet. Rénovation en passage en LED pour ce qui concerne l'éclairage de ce terrain de foot situé à l'Allée des Sports. Nous bénéficions dans le cadre de cet investissement d'une subvention de 50% de fonds de subvention de territoire d'énergie du Puy-de-Dôme qui prendra en charge la moitié de cette réalisation.
Cet investissement permet de diminuer la consommation d'électricité sur l'ensemble de nos terrains et de nos bâtiments et limite la consommation énergétique. Donc le conseil municipal est invité à approuver les travaux de rénovation en LED de l'éclairage du terrain, de demander l'inscription de ces travaux au programme d'éclairage public de 2024 du territoire d'énergie du Puy-de-Dôme et de fixer le montant de fonds de concours sur la commune au financement des dépenses, à savoir 48 505,76 € et d'autoriser monsieur le maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la caisse du receveur du territoire d'énergie du Puy-de-Dôme. Et enfin, autoriser monsieur le maire à signer la convention de financement relative à ces travaux. Merci monsieur Tournade. Des questions? On continue en fait le plan de déploiement de l'aide, puisqu'on l'avait fait sur les terrains du bas. On avait été l'inaugurer d'ailleurs, et maintenant c'est sur les terrains d'honneur. Ça fait à la fois des économies puis un éclairage plus agréable pour les joueurs et pour les spectateurs. Pas de soucis, pas de questions, pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Nous changeons de commission Ville durable et René-Ciné. Monsieur Métria, sur une canalisation souterraine. Oui, alors bon, c'est un peu comme il y en a souvent. Donc celle-ci, c'est dans le cadre du projet Inspire. On a besoin GRDF a besoin de dévoyer un bout de réseau. Donc il nous demande de créer une servitude sous un trottoir. Je ne sais pas si on voit, voilà, c'est la petite bande. Je ne sais pas où c'est qu'elle est, elle est rouge. Ça fait 5 mètres de long et par une bande de 4 mètres de large, donc sur l'avenue de la Libération. Donc voilà, c'est une petite servitude pour qu'il dévoie le réseau de gaz. Et donc c'est toujours les mêmes conditions dans le cas de l'instauration de cette servitude. Permettre l'accès de la dite parcelle à GRDF, l'établissement par GDF des limites de la servitude, l'occupation temporaire pour l'exécution des travaux et l'engagement de la commune à s'abstenir à nuire aux canalisations. Et je vous rappelle que ces créations de servitudes sont consenties sans aucune indemnité. Donc je vous demande d'approuver cette délibération et d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention pour créer cette servitude avec GRDF. Merci. Des questions? Purement technique, pas de soucis, pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 8, c'est une autorisation de travaux. Oui, c'est une déclaration de travaux pour le compte de la commune, puisque c'est des travaux de réfection, de chauffage, climatisation dans les bâtiments qui sont autour de la place de la mairie, puisque c'est un chauffage qui commence à être ancien et qui commence un peu à dysfonctionner. Et donc voilà, c'est une déclaration de travaux pour moderniser ces installations et optimiser les consommations par l'installation d'une pompe à chaleur. Voilà, donc c'est la déclaration de travaux pour autoriser monsieur le maire à la déposer en vue de faire ces travaux de réfection de chauffage pour qu'ils soient opérationnels pour l'hiver prochain. Voilà, en sachant qu'on fera ces travaux en plusieurs tranches, hein. On est en train de regarder parce que financièrement c'est quand même des sommes importantes pour que ça puisse s'étaler, je me tourne vers monsieur Pasquito, mais sur les 2-3 années à venir. 200 000 € cette année, je crois. Des questions? Pas de questions. Des avis contraires, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Toujours vous, monsieur Métria, on en parlait tout à l'heure, c'est des déclarations sur les travaux sur les toitures terrasses. Voilà, donc ça fait écho à la délibération que vous a présentée madame Droz tout à l'heure, où elle vous a présenté le projet et le financement et les subventions auxquelles on pourrait prétendre. Là, c'est la déclaration de travaux pour réaliser ces travaux. Donc, c'est des travaux d'étanchéité en toiture terrasse de plusieurs bâtiments, à savoir, ça concerne le commissariat de police. Donc, ça concerne l'école élémentaire Léon Dermain. Et la particularité pour l'école Léon Dermain, c'est ce que vous a dit tout à l'heure aussi, monsieur le maire, ça va renforcer l'isolation thermique de ces bâtiments. Et en plus, c'est l'école Léon Dermain. On utilise un complexe spécifique pour pouvoir accueillir une production photovoltaïque en toiture de ce bâtiment pour participer à l'autoconsommation collective que nous avons mis en place ces dernières années. Voilà. Donc, je vous demande d'autoriser monsieur le maire à déposer cette déclaration de demande d'entente préalable. Des questions? Je rappelle à ceux qui nous écoutent que nous sommes propriétaires du bâtiment du commissariat. C'est à ce titre-là, à ce titre de propriétaire, que nous devons faire ces travaux-là. Et ce matin, nous avons pris une option sur le bâtiment Léon Dermain en faisant un revêtement de toiture de couleur claire, puisqu'a priori, les études montrent que ça favorise le fait qu'il fasse moins chaud en dessous, et ça favorise même
le fonctionnement des panneaux photovoltaïques. Donc on a pris cette petite option pour 5-6 000 euros ce matin. Pas de souci, pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Alors, des travaux encore sur la coloc. Mais bon, c'est vraiment ces petits travaux, bon, comme régulièrement dans nos bâtiments qui accueillent du public, il y a des commissions de sécurité qui passent. Et lors d'une dernière commission de sécurité à la coloc, voilà, il a été relevé qu'il fallait cloisonner différemment un local électrique. Et donc, voilà, c'est une déclaration de travaux pour pratiquer l'encloisonnement de ce local électrique, pour qu'il réponde aux conditions de la commission de sécurité. Voilà, donc je vous demande d'autoriser, monsieur le maire, à déposer cette déclaration de travaux en vue d'encloisonner ce local électrique. Des questions? On est obligé de faire des délibérations, c'est l'administration, c'est voilà. Et c'est comme ça. Mais il faut qu'on les fasse parce qu'après, il faut que ça soit inscrit dans des plans. Et ensuite, quand il y a des commissions de sécurité qui sont souvent présidées par Yves Cioli, on nous demande que les papiers, les formules administratives soient à jour. Donc ça nécessite de faire des délibérations. Des questions? Pas de questions, pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 11, c'était Madame Perrin, mais comme elle a un peu de retard, je propose à Monsieur Métria de le faire à sa place. Oui. Je vois à peu près de quoi il en retourne. Non, mais voilà. Donc c'est une déclaration de travaux, pareil, c'est une déclaration de travaux pour l'installation de panneaux justement photovoltaïques sur la toiture donc des vestiaires de la plaine de jeu, sur l'allée de Coubertin de Cournon-d'Auvergne. Donc voilà, l'idée c'est d'installer 60 kW crête en toiture de panneaux photovoltaïques. Et pareil, qui seront dans le cadre de l'autoconsommation collective. Je vous rappelle, voilà, l'autoconsommation collective, c'est qu'on produit ou c'est intéressant de produire, mais ce n'est pas forcément le lieu où on a besoin d'électricité. Et la loi permet maintenant, dans un périmètre de 3 km, si je ne me trompe pas, de pouvoir redistribuer l'électricité qu'on a produite sur nos propres bâtiments. Voilà, ce qui fait que ça permet aujourd'hui d'avoir une autoconsommation de toute l'électricité qu'on produit. Et donc voilà, ça participe à ceci, et avec l'objectif d'arriver, on ne sera pas à 100%, mais si je me rappelle bien ce que disait Mme Perrin, c'est d'arriver à 40% de la production électrique que consomme la ville d'ici quelques années. Voilà. Donc on essaye d'étudier, dès qu'on a des travaux de toiture ou des choses comme ça, toutes les opportunités pour produire de l'électricité en toiture pour le compte de la ville de Cournon. Très bien, il faut savoir que sur ce projet qui était innovant dans le Puy-de-Dôme, et il y a beaucoup aujourd'hui, monsieur le directeur général peut confirmer, il y a beaucoup de communes qui se tournent vers Cournon pour voir comment on a pu monter notamment une régie électrique avec un budget autonome. On a réussi à mettre des panneaux sur le centre de loisirs, sur une grosse partie sur le tennis couvert, sur des bâtiments du camping, sur la salle polyvalente, ils y étaient avant. Là, on en rajoute ici, on en rajoutera à Léon-d'Hermin. Il y a un déploiement qui se fait petit à petit. J'ai une réunion bientôt avec le CCS et le SIAVA pour voir si le CCS et le SIAVA pourrait être consommateur de l'énergie que l'on produit. Donc on va même au-delà de la consommation stricto sensus de la mairie. Et pour tout ça, on a été, parce qu'on a été les premiers, on le refera aujourd'hui, on n'aurait pas cette somme-là, le FEDER nous a accompagnés de 700 000 euros. Et ce qui nous permet donc de continuer à développer. Je pense qu'on sera une des premières communes du département, ou la première commune du département en termes de volume d'énergie que l'on pourra produire. On a développé une expertise, on a une équipe à la fois avec des agents du patrimoine et des agents des finances, du service des finances. On a développé une vraie expertise, on avait été retenu dans un appel à manifestation d'intérêt parmi 20 villes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, petit à petit, c'est un travail qu'on a mené, qu'on a commencé, il doit y avoir maintenant 3-4 ans, et on en voit les premiers effets, et je pense qu'on est sur la bonne voie. Pour ceci, je vous rappelle, sur l'énergie, il faut isoler pour en consommer moins. Il faut éduquer les gens pour qu'eux aussi, chez eux, ils en consomment moins. Et il faut aussi en produire. Et quand on aura fait ça, on aura défini une vraie... Je le fais de façon simpliste, mais c'est ça l'idée. On aura défini une vraie politique publique de l'énergie qui nous permettra d'être de plus en plus autonomes et en tout cas moins sujets aux aléas des courbes de prix de différentes énergies. Pas de souci là-dessus, pas d'avis contraire, c'est adopté à l'unanimité et nous changeons de délibération
et de commission, pardon, c'est la ville pratique et c'est Monsieur Pasquito sur des non-valeurs. Oui, des non-valeurs et des créances éteintes. Les créances admises en non-valeurs, ce sont des créances qui font suite à l'échec des poursuites qui sont engagées par le trésorier payeur. Oui. Et on verra après les créances éteintes. C'est suite à des liquidations judiciaires. Il y a des jugements de clôture, en général pour insuffisance d'actifs, où ça concerne pour des privés des surendettements, et avec des jugements d'effacement de dettes. Donc, quelques petites sommes, mais bon, vous avez l'habitude quand on passe ces créances, ces admissions en non-valeur et ces créances éteintes. Donc, pour le périscolaire, c'est des sommes de 60 euros. Alors, c'est pas une personne qui doit 60 euros. Hein. Il y a des tas de personnes, on a les listes. C'est toujours des toutes petites sommes, mais qui concernent plusieurs exercices, hein, 2020, 2023. Donc, ce qui fait qu'au fil du temps, voilà, on a pour le périscolaire 60 euros. Le CAM 42 euros, la restauration de scolaire 99, enfin c'est 1 euro. Traitement de paye, c'est du trop perçu, voilà, et qui n'a pas été remboursé. Par contre, la TLPE, donc ce sont des sociétés. Alors il y a eu 2 sociétés, je ne vous dirai pas le nom, évidemment, je ne suis pas là pour ça. Qui concerne les admissions en valeur, donc 442 euros, bon, des toutes petites sommes sur lesquelles je passe pour le conservatoire, les bourreaux et les loyers. Et on a en admission en créance éteinte, donc vous le voyez, bon, accueil périscolaire, 240 euros, quoi, 12 euros pour le CAM, la restauration scolaire, 670 euros. Par contre, une grosse somme, c'est une entreprise qui a été en redressement judiciaire et donc qui n'a pas payé les 3 échéances, ou 4, 2020, 2021, 2022, 2023, donc 4, oui, donc c'est 12 600 euros. Donc vous êtes invité à vous prononcer favorablement, pardon, sur l'admission en valeur et les créances éteintes des sommes que je viens de vous mentionner. Après, c'est des délibérations particulières, parce que si on votait contre, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose au fait que de toute façon on ne peut pas recouvrir, puisque c'est le Trésor public qui, je vous le rappelle, recouvre les factures, hein, et qui nous dit bah, là je ne peux plus, donc je ne peux pas le faire. Est-ce qu'il y a des questions sur... non, pas de questions, pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Alors ensuite, ressources humaines, sur le rapport numéro 13, c'est des contrats de travail pour les emplois saisonniers. Donc pas de changement par rapport aux autres années, mais je vais quand même les relister. Donc il y a des emplois saisonniers qui sont liés au camping, avec 2 animateurs du 1er juillet au 31 août. Il y a d'autres emplois liés toujours au camping, avec 2 agents à l'entretien du 1er juillet au 31 août. Certains peuvent faire 1 mois et un autre 1 mois, donc ça peut faire 4 animateurs, mais c'est un animateur, coût d'un animateur pendant 2 mois. Et puis toujours au camping, il y a 3 agents d'accueil du 1er juillet au 31 août 2024. Vous savez qu'on a fait le choix sur le camping de diminuer la masse salariale maintenant depuis 2-3 ans. On ne reste en permanent qu'une personne à l'accueil et 2 personnes techniques. Voilà. Et par contre, on apporte des renforts sur l'été, et ça nous a permis de baisser la masse salariale tout en maintenant le fonctionnement du camping. Ensuite, lié à la zone du plan d'eau, je reviendrai tout à l'heure sur les surveillants de baignade. Nous avons 3 agents d'entretien au plan d'eau, donc du 1er juillet au 31 août. Ces agents d'entretien ont comme mission essentielle notamment les lendemains de week-end, les lundis, de ramasser les poubelles qui débordent, etc. Un jour, on pourra se poser la question, j'ai vu qu'il y a de plus en plus d'endroits où on ne met plus de poubelles du tout. Comme ça, les gens sont obligés de repartir avec leur sac. Parce que j'ai vu une photo juste après le week-end de l'Ascension. C'était un camion entier quand même, hein. Un camion entier, pas trié bien évidemment, même si on a mis des poubelles de tri. Donc voilà, en tout cas, en attendant qu'on ait cette réflexion
Je ne sais pas si les gens sont encore prêts à être dans une démarche comme ça, où je repars avec mes détritus dans un petit sac. Je ne suis pas sûr qu'on prenne le risque. En tout cas, il y a des poubelles pour le moment, mais il y a plein d'endroits. Si vous allez à Eda, si vous allez... l'autre fois, je suis allé, je ne sais plus dans quel lac aussi, et il n'y a plus de poubelles. Et c'est écrit, repartez avec vos déchets. Donc voilà, il y a 3 personnes pour assurer ça. Ils accompagnent, en fait, qui viennent en renfort de notre service salubrité, espace naturel et salubrité. Et ensuite, on a 3 postes qui concernent la surveillance de la plage, la surveillance de la baignade. Donc un responsable au poste de secours et 2 surveillants de baignade. Pendant la commission, on m'a dit qu'il y avait eu un débat, puisqu'on est en difficulté aujourd'hui pour recruter ces personnels-là. Je crois qu'on a 2 candidats et on n'est pas sûr, déjà il en faut 3, on en a que 2 et on n'est pas sûr qu'ils n'aient pas postulé ailleurs et qu'ils n'aillent pas ailleurs. Donc il avait été proposé qu'on essaye d'être un peu plus compétitif et d'augmenter un peu le salaire de ces agents. Donc ce que je vous propose du coup, c'est de modifier cette délibération. L'indice brut sur les 2 surveillants de baignade, il était de 404. On vous propose de le passer à 461, ce qui fait une différence de 50 points. On doit être à 4 € et quelques du point. Donc ça fait 200 € à peu près en plus. Et pour le responsable du poste de secours, on passerait de 415 à 478, ce qui fait un peu la même chose. Je ne suis pas sûr que ça suffise. On a regardé aussi pour pouvoir loger. On propose de pouvoir loger ces 3 personnes. C'est un dossier un peu compliqué que j'ai donné des échéances. Si le 15 juin on n'a personne, il faudra que je puisse prendre mes responsabilités, en tout cas prendre des décisions pour voir dans qu'est-ce qu'on va inscrire sur cette surveillance. Baignade interdite, baignade non surveillée, ou est-ce que si on n'en a qu'un, on fait une baignade le matin ou l'après-midi, ou voilà, je ne sais pas. On attend, pour le moment on cherche, on ne perd pas espoir, mais c'est un peu difficile. Déjà c'est difficile parce que la conjoncture nationale fait qu'il n'y a pas assez de BNSS, je ne sais pas comment on dit, BNSSA, que je pense qu'il est plus agréable d'aller au bord de la mer ou au bord... voilà, plus agréable. Oui, c'est ça. Il y a une forte demande en plus cette année sur les bords de mer, puisque une grosse partie des CRS qui quelquefois font la surveillance seront aujourd'hui sur les Jeux Olympiques. Il y a la question des piscines aussi, où quelquefois c'est plus agréable, enfin moins difficile d'être dans une piscine que sur un plan d'eau. Et puis je vous le rappelle, malheureusement l'année dernière, nous avons eu un décès, une noyade, par noyade, et que je pense que ça freine un peu les candidats éventuels. Bon, on se retrouve dans cette situation. On va quand même, si vous le voulez bien, augmenter un peu plus. Il y a un téléphone qui vibre, là, je ne sais pas où, mais on va quand même augmenter la rémunération en espérant qu'on sera attractif. Je dis à des candidats potentiels, s'ils nous écoutent, qu'on est fort sympathique, que le lieu est très intéressant, qu'ils seront logés, qu'on a besoin d'eux, qu'on s'organise pour qu'ils soient suffisamment nombreux, puisque je crois que les textes ne nous imposent qu'un surveillant, mais on en met toujours 2. Voilà, mais je vous tiendrai au courant. De toute façon, le 2 juillet, au prochain conseil, je vous dirai quelles sont les décisions qu'on a prises si jamais on ne trouvait pas de maître nageur. Vous êtes d'accord qu'on modifie cette délibération pour ajouter quelques points sur l'emploi ? Si vous connaissez des BNSSA, vous faites passer les adresses et on les contacte. Non, non. Il faudrait qu'il soit libéré 2 mois. Bon, on cherche. Voilà. Pas de souci, sinon, sur cette délibération-là, avec les modifications que je viens de vous exposer, pas de questions, pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 14, c'est la création de 3 postes d'agents de surveillance. Monsieur Scioli, c'est des ASVP. C'est pareil pour les emplois saisonniers. Durant la période estivale, la police municipale doit assurer des missions supplémentaires, notamment celles liées à la surveillance du plan d'eau et de la zone de loisirs. Or, il s'avère que l'effectif permanent ne permet pas de faire face à ce surcroît de travail.
Il est proposé de créer 3 emplois d'agents de surveillance de la voie publique qui auront pour tâche d'assister et d'accompagner les policiers municipaux dans les missions autres que celles réservées exclusivement aux cadres d'emploi de la filière sécurité. À ce titre, ils pourront être chargés de renseigner le public, de le sensibiliser au respect des règles d'hygiène et de sécurité, de favoriser un dialogue avec les usagers afin d'anticiper d'éventuels conflits. Voilà. Alors je vous demande de vous prononcer favorablement à la création de ces 3 postes pour juillet-août. Alors là, on trouve, hein. On a déjà recruté. C'est aussi dans leur mission, c'est eux qui géreront les jeux d'eau. Vous savez, on a des jeux d'eau derrière. Donc même si on n'avait pas de BNSSA, on pourrait laisser ouvert les jeux d'eau, et ce qui permettra aux plus jeunes de pouvoir se rafraîchir. Pas de soucis, pas de questions, pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Le rapport numéro 15, c'est toujours des ressources humaines, c'est des créations d'emplois non permanents pour les études surveillées. C'est Madame Drodz. Oui, donc merci Monsieur le maire. Donc, depuis de nombreuses années, des études surveillées fonctionnent dans les écoles élémentaires de la ville, destinées à permettre aux enfants de faire leurs devoirs avant de rentrer à leur domicile. Elles sont normalement encadrées par des enseignants rémunérés par la collectivité. Donc pour l'année scolaire 2024-2025, on n'aura pas assez d'enseignants pour faire cette activité. Donc pour assurer la continuité de service, il est proposé en fonction des besoins d'autoriser la création d'emplois non permanents. Pour information, en 2023, l'année dernière, en fait, c'était 2 CDD qui avaient été pris en plus. Donc, le conseil municipal est invité à se prononcer favorablement sur la création d'emplois non permanents pour les études surveillées en fonction des besoins dans les conditions mentionnées ci-dessous. Très bien, je vous rappelle qu'à 16h30, les gens ont le choix entre... les enfants peuvent rentrer chez eux si c'est possible. Sinon, ils peuvent aller à l'accueil, ils peuvent aller en études et ils peuvent aller, même pour certains, en accompagnement scolaire. On est une des rares villes à pouvoir présenter autant d'alternatives. Pas de problème, pas de... Monsieur Ramon. Est-ce que toutes les écoles auront des études surveillées ? Alors, Madame Brodz. Oui, j'ai déjà répondu en commission. En fait, l'étude surveillée, c'est une délib qu'on a pris l'année dernière avec un tarif et qui est sur toutes les écoles élémentaires. Donc, tous les enfants de Cournant ou même hors Cournant qui fréquentent les écoles de Cournant peuvent s'inscrire à l'étude surveillée. Et c'est ce que je vous expliquais l'autre jour, c'est qu'on a une vraie politique sociale, c'est qu'on ne met pas de quotas. Donc ça veut dire que si on a 15 enfants, on fait en sorte de mettre le nombre d'encadrants pour prendre 15 enfants. Si on en a 50, on fait en sorte qu'on ait le nombre d'encadrants pour 50 enfants. Donc il y a de l'étude surveillée dans toutes les écoles. Et c'est une vraie politique sociale qu'on a sur Cournant. C'est peut-être intéressant en commission de donner les chiffres moyens, par exemple. Alors, en fait, c'est ce qui est prévu normalement dans le compte-rendu que vous allez recevoir. Il y aura des chiffres qui vont vous être donnés sur 2023, puisque vous me les aviez demandés. On ne les avait pas. Sur le compte-rendu, vous trouverez tous les chiffres de 2023 avec le nombre de contrats. Donc, le nombre de contrats que je vous ai donné, 2 en CDD, il y en a à peu près pour 7 000 € l'année dernière, en 2023. Mais ça, vous l'aurez dans votre compte-rendu. Il doit y avoir une vingtaine d'élèves, je pense, à peu près par école en élémentaire. Alors, sur l'étude, ça, je vous l'avais donné en commission, il y a 395 élèves qui sont inscrits. Oui, mais après, le problème, c'est qu'on a une différence entre inscrits et les élèves qui participent. Puisqu'en fait, pour bénéficier de l'étude, il faut déjà être inscrit. Et après, jusqu'à 2 jours avant, enfin une semaine avant à peu près, vous devez inscrire votre enfant à l'étude surveillée ou le désinscrire. Et donc là, vous pouvez faire le choix de l'inscrire qu'une journée si ça vous dit. Ou alors toute l'année scolaire. Je pense qu'en moyenne, ça doit être chaque jour une vingtaine. Enfin, on regardera ça. Près, à peu près. Ce qui fait 2 études, je pense. Pas d'autres questions? Des avis contraires, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Et du coup, l'autre dispositif que j'évoquais, le rapport numéro 16 sur l'accompagnement scolaire, qui est un petit peu différent. Oui, alors l'accompagnement scolaire, c'est complètement différent. Puisque l'accompagnement scolaire, en fait, nous en avons sur 2 écoles. Je vais tout de suite répondre à la question. Sur 2 écoles, donc, qui est sur Lucie Aubrac et sur Léon Dermain.
où là, nous avons 2 encadrants qui gèrent cet accompagnement scolaire. Donc là, en fait, les enfants ne payent pas. Donc, il n'y a pas de paiement de la famille, mais c'est surtout un travail qui est fait entre les gens qui encadrent et le directeur d'école, enfin les enseignants ou directeurs d'école, qui en fait envoient des enfants qui ont certaines difficultés. Ça peut être des enfants qui travaillent bien, mais qui peuvent, par exemple, avoir une phobie scolaire. Ça peut être des enfants qui ont une difficulté en maths. Il y a tous les cas. Et donc ça, actuellement, on en a sur 2 groupements scolaires qui sont Léon Dermain et Lucie Aubrac. Et en plus, on rentre dans le système qui s'appelle le système classe de la CAF. Et on touche une subvention au niveau de la CAF à peu près de 10 500 € par groupe scolaire. Donc du coup, ça nous fait 21 000. Des questions? Monsieur Ramon? Et les autres écoles, Bournel et Félix Tona, vous n'avez pas de demande? Alors, sur les 2 autres groupements scolaires, pendant ce temps, on n'avait pas de demande. En fait, avec Monsieur le maire, on a décidé de faire une étude sur tout l'accompagnement scolaire. Parce que comme il vous l'a dit, Monsieur le maire, il y a beaucoup de choses qui existent. Il n'y a pas que nous, déjà. Il y a la mairie qui fait de l'accompagnement scolaire. Il y a une association d'ailleurs que je tiens à féliciter au conseil municipal parce que je pense qu'elle fait un très bon boulot, c'est Désir d'apprendre, qui intervient sur plusieurs écoles. Donc Désir d'apprendre intervient sur Lucie Aubrac, Léon Dermain et Félix Tona. N'intervient pas à Bournel parce qu'ils n'ont pas assez de bénévoles. Donc c'est pareil, c'est comme les maîtres nageurs. Si vous en connaissez, qui peuvent faire de l'accompagnement scolaire, n'hésitez pas à leur envoyer des bénévoles, ils seront ravis de les prendre pour pouvoir ouvrir encore des créneaux sur d'autres écoles. Donc on va faire une étude, et s'il y a des besoins à quelque part, eh ben on regardera ce qu'on peut faire. Mais on va faire une étude entre ce qui existe et ce qu'on a besoin, et voir s'il y a des trous. Parce qu'il y a aussi des associations, donc il y a Désir d'apprendre, il y a Éveil et Solidaire, qui fait du classe le samedi soir, et puis après on a le CAVL, le Centre d'animation de la vie locale, qui existe, qui travaille avec les usagers, et on a déjà des usagers qui nous ont dit qu'ils aimeraient venir faire de l'accompagnement scolaire, mais pas forcément dans le cadre d'une association. Donc comme ça vient d'être créé, on va faire une étude et on verra ce qu'on fait. Merci. Monsieur Ramon. Comment ? Pour septembre, ça va être un peu juste. En fait, le CAVL vient juste de se créer. On n'a encore pas tous nos moyens qui sont arrivés sur ce nouveau dispositif. Et la personne à qui on pense pour travailler sur ce dispositif, elle n'est pas libérée encore. Donc, ce ne sera pas fait pour la rentrée. Mais pour peut-être la rentrée d'après. Merci. D'autres questions? Je passe au vote. Des avis contraires? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Ensuite, c'est toujours vous, Madame Drode, sur les surveillances des enfants pendant leur restauration scolaire. Alors, donc depuis de nombreuses années, la surveillance des enfants fréquentant les restaurants scolaires de la commune était assurée en partie par les enseignants. Donc ça, il y a très longtemps. Donc maintenant, les enseignants qui souhaitent participer à cette activité, c'est en nette diminution. Donc pour qu'on puisse maintenir ce service municipal, on demande la création de CDD pour pouvoir en effet accueillir sur les temps périscolaires les enfants. Donc j'incite le conseil municipal à se prononcer favorablement sur la création d'emplois non permanents pour la surveillance des enfants fréquentant les restaurants scolaires et les accueils périscolaires de la ville en fonction des besoins dans les conditions mentionnées. Et juste un point, je tiens à redire, déjà féliciter le travail qui se fait par les équipes parce que je pense qu'ils font vraiment un travail de qualité. Je tiens à redire que ce n'est pas un accueil où les enfants ne font rien. Il y a plein de choses qui sont organisées sur ce temps périscolaire par les gens qui travaillent. Et donc, ils font de l'animation. Donc, c'est un vrai temps éducatif, autant sur le temps du repas, où on essaye de faire en sorte que les enfants savent se débrouiller seuls. Donc, aujourd'hui, maintenant, ce sont eux qui mettent le couvert,
Alors ça avait été tout arrêté pour le Covid. Donc c'est eux qui mettent le couvert, qui servent. Et on en a profité pour aussi faire de l'intergénérationnel. Donc en travaillant avec ces gens qui sont en périscolaire. Et donc on a le foyer logement qui vient une fois par mois dans les restaurations scolaires pour manger avec les enfants. Et alors ça, c'est une vraie réussite, autant pour les enfants qui se battent pour avoir une personne à leur table, parce qu'on peut en amener que 8 à la fois, pour les personnes du foyer logement qui sont ravies, parce que je pense qu'on leur met un petit peu de bonheur sur la journée, et même sur les gens qui encadrent, parce qu'ils trouvent qu'il y a moins de bruit dans la cantine pendant ce temps scolaire, quand il y a des personnes qui viennent manger avec eux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Des questions ? J'en profite pour dire que l'année prochaine, ça serait mieux dans le titre de trouver un autre mot que le mot surveillance, parce que c'est pas que de la surveillance. Non. Bah, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, vous trouverez un autre terme, puisqu'il y a derrière une vraie ambition éducative, à la fois sur le temps du repas lui-même et sur le temps qui précède le repas et celui qui est après le repas, donc il faut trouver un autre temps. Et autre précision aussi, la CAF aujourd'hui subventionne, si je ne me trompe pas, justement ces temps, parce que c'est des temps éducatifs. Pas de questions, pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Le rapport 18, c'est toujours vous, Madame Drotz. Qu'est-ce que vous embauchez comme gens, vous Attendez, ça prouve que l'école est une priorité. Il faut que je retrouve la feuille, j'ai perdu la feuille, tout va bien. C'est bon. L'encadrement. C'est bon, j'ai trouvé. Alors, c'est les enseignants. D'ailleurs, l'année prochaine, ce serait bien aussi de faire l'inverse, de me commencer par les enseignants. Ce serait plus facile pour moi. Mais bon, j'en reparlerai. Du coup, donc comme tout à l'heure, on vous a dit qu'on recrutait du personnel quand on n'avait pas assez d'enseignants. Ben, évidemment, on a des enseignants qui interviennent sur le temps de l'étude surveillée et sur le temps périscolaire et de la restauration. Donc, pour pouvoir assurer ces études surveillées, cette surveillance des enfants pendant le temps périscolaire, par cette délibération, il est demandé au conseil municipal de se prononcer favorablement sur le recrutement d'enseignants rémunérés par la commune dans le cadre de la réglementation sur les activités accessoires afin d'assurer l'encadrement des études surveillées et la surveillance des enfants lors des temps périscolaires. Je vais juste rajouter un petit mot, parce que j'avais eu quelques questions aussi en commission, sur les emplois d'enseignants. Sur cette année, c'est 19 emplois quand même, ce qui est plutôt bien. L'année dernière, nous en avions 15. Donc je tiens aussi à remercier les enseignants qui se mobilisent pour ces temps, parce que pour nous, c'est une vraie chance d'avoir des enseignants qui fassent cette étude surveillée. Je ne suis pas sûre que... Alors déjà, l'étude surveillée n'existe pas partout, dans toutes les mairies. Mais en plus, quand elle existe, ce n'est pas forcément des enseignants. Et l'avantage, c'est qu'il y a un lien entre les enseignants des classes et ces enseignants qui font l'étude surveillée. Donc, pour les enfants, c'est tout bénéfique. Voilà. Très bien. Puis pour les parents, je pense que ils sont plus en confiance que ce soit un enseignant, même si ce n'est pas celui de leurs enfants, qui prennent en main ces études, qui sont bien là des études surveillées, puisqu'il y a études dirigées, études surveillées, c'est des mots qui correspondent à des fonctions et à une rémunération. Dans le tableau, vous avez une ligne pour les instituteurs. Il n'y en a plus d'instituteurs. Ils sont profs d'école, donc voilà, je vous le dis. Je pense que la ligne n'a plus de raison d'être. Ils ont disparu, les derniers instituts. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Pas d'abstention, pas d'avis contraire, c'est adopté à l'unanimité. Alors, c'était Madame Alexandre, je ne sais pas si... non, je vais du coup le faire. C'est une délibération que l'on prend chaque année. Il peut être nécessaire dans l'année de faire appel à des renforts, des contrats de travail ponctuels, par exemple pendant le festival, si on a besoin de gens pour... vendre les tickets, ou si pendant une exposition on a besoin de quelqu'un pour faire la présentation ou nous gardienner l'exposition dans la journée. Et donc on a besoin, on est dans la fonction publique territoriale, on a besoin d'une délibération pour nous autoriser à faire ces embauches-là. Je ne sais même pas si l'année dernière elle a servi, si on l'a utilisée. En tout cas, on l'a au cas où. On pourra passer des contrats de travail pour des besoins très ponctuels. Pas de souci, pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité.
Monsieur Pasquito, sur les conventions de mise à disposition au profit de Clermont-Auvergne Métropole, qui est une délibération là, lourde d'enjeux financiers. Voilà, ce sont des délibérations habituelles. Donc l'année précédente, les 4 juillet et 26 septembre en 2023, donc le conseil municipal s'était prononcé sur ce qu'on appelle les fiches sectorielles et notamment sur les montants prévisionnels de remboursement des coûts de mise à disposition, donc des recettes qui proviennent de la métropole. Pour mémoire, à chaque fois on rappelle les secteurs qui sont concernés. Donc ça concerne l'entretien des bâtiments et des espaces verts sur l'emprise de voirie, puisque la voirie est depuis 2017 transférée à l'agglo. Pardon, le stockage et la distribution de carburant, ainsi que l'entretien des véhicules métropolitains par le garage municipal. Donc, il y a un coût prévisionnel qui est fixé, et puis il y a un coût constaté, celui du réalisé. Et donc, il y a un delta. Le coût réel de ces prestations s'élève à 871 088 €, alors que le coût prévisionnel s'élevait à 865 300 €. Donc, il y a une différence, il y a un dû par la métro qui s'élève à 6 128 €. Donc, d'un côté, nous sommes invités à nous prononcer sur le coût des mises à disposition, le coût réel, donc pour ce montant de 871 088 €, et puis solliciter donc le remboursement auprès de l'agglo de la différence, c'est-à-dire 6 128 €. Merci. C'est pas anodin comme délibération, puisque ça montre quand même, vous voyez les sommes, 800 et quelques mille €, 865 000 € de mutualisation, c'est-à-dire que si on n'avait pas adopté un système comme ça, ça serait des effectifs en plus, soit à la métropole, soit à la ville. Et grâce à ce système, l'empilement des structures évite d'avoir des empilements, en tout cas des agents qui seraient 2 postes nécessaires, alors que on en aurait besoin que de 1. Donc du coup, voilà, c'est je crois un bon fonctionnement qu'on a pu mettre en œuvre. Ça montre aussi que nous sommes une collectivité, la ville de Cournon, qui avons des agents reconnus pour leur qualité, puisque le garage, par exemple, effectue des réparations, pas que sur les véhicules municipaux, mais il répare aussi les véhicules de la collecte, il répare des véhicules de Pont du Château, et on a développé une expertise, voilà, plutôt que la métropole crée un garage, elle utilise le garage de la ville de Cournon et paye bien évidemment le temps de travail de ces agents pour s'occuper des véhicules de la métropole. Je pense que c'était une bonne décision. Et on voit qu'en plus, on arrive à faire des prévisions qui sont à peu près justes, parce que 6 000 € d'écart sur 800 et quelques, on est dans la bonne lignée. Pas de souci, pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Et du coup, la délibération suivante, comme on a traité le bilan de l'année 2023, il nous faut faire maintenant l'année 2024. C'est toujours vous, monsieur Pasquito. Oui, donc je ne vais pas vous reciter ce que je viens de vous citer sur les domaines mis à disposition. Donc nous allons fixer un coût prévisionnel. Le montant pour l'année 2024 est estimé à 927 200 €. Et l'année prochaine, nous allons passer une autre délibération qui va constater, comme on l'a fait pour 2023, la différence entre le coût prévisionnel et le coût réalisé. Donc, je le rappelle, on est amené à nous prononcer sur cette somme-là, les 927 200 €. Très bien, pas de souci. Pas de questions, pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. La suivante, c'était Madame Alexandre. C'est une délibération qui est classique, puisqu'on l'a fait chaque année, mais qui a une modification. Cette année, c'est donc la mise à disposition de personnel de la ville auprès de l'association du centre de loisirs. Vous avez cette année, à partir du 1er septembre 2024, un agent technique principal de première classe qui est à 35 heures hebdomadaires, un éducateur territorial des activités physiques, c'est celui qui fait du tennis de table, et puis un agent technique qui s'occupe de l'entretien. Si vous comparez à la délibération de l'année dernière, vous avez un poste
en moins, puisqu'il y avait 2 postes en fait au secrétariat du centre de loisirs. Après discussion avec eux, puis surtout un des 2 postes, la personne a voulu réintégrer les services de la ville, et dans une mise à disposition, on a besoin de l'accord de l'employeur, de celui qui reçoit, de l'organisme ou l'association qui reçoit le personnel et du personnel de l'agent lui-même. Cette personne ayant demandé à réintégrer nos services, on a fait une réunion de travail, je crois que M. Zimniak était avec le centre de loisirs, et on a convenu que dans le cadre de l'évolution du centre de loisirs, ce poste-là n'était pas nécessaire, donc on n'a pas remplacé en fait cet agent. D'abord, il aurait fallu qu'on en trouve un. On n'a pas remplacé cet agent sur le secrétariat du centre de loisirs, qui s'est maintenant un peu développé techniquement, avec des outils numériques qui permettent d'avoir besoin de moins de temps d'agent. Et on verra sur des temps très particuliers au mois de septembre ou d'octobre quand il y a des inscriptions. Donc une délibération classique qui passe depuis de nombreuses années, mais qui est modifiée cette année. Des questions ? Pas de questions, des avis contraires, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Toujours une convention de mise à disposition, là aussi, qui est historique, hein, avec la FASCC Escrime. Et donc, c'est un de nos étapes qui est mis à disposition auprès de la FASCC Escrime. C'est un maître d'armes qui enseigne dans nos écoles et qui a le titre... la formation pour être maître d'armes, et qui intervient aussi dans le cadre de la FACC Escrime. Là, c'est classique, on n'a rien changé. Pas de souci, c'est 14h30 hebdomadaire maximum. Voilà. Pas de questions, pas d'avis contraire, pas d'abstention. Pardon, je n'ai pas tourné les petites... voilà. Bah, c'est lui d'ailleurs. C'est lui qui est en train d'exercer dans cette très belle salle qui, je vous rappelle, est une des rares salles à être accessible aux personnes en situation de handicap, notamment ceux qui sont en fauteuil. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 24, c'est un soutien aux politiques de réserve opérationnelle. Pour ceux qui suivent un peu ces actualités-là, depuis 2016, il y a eu un décret qui indique qu'il faut qu'il y ait une réserve opérationnelle qui puisse être mobilisée par l'État en cas de conflit, mais en tout cas en cas d'attentat, en cas de nécessité de surveillance, etc. Et donc dans cette délibération, ce qui vous est proposé pour ce soutien à la politique de réserve opérationnelle, c'est que nous, communes, on s'engage si parmi nos agents, certains voulaient faire partie de cette réserve. Et donc il y a un décret cadre, mais sur lequel nous on propose d'être, nous et les communes de la métropole et d'autres communes, on propose d'aller un peu plus loin que les obligations réglementaires, notamment de porter à 30 jours la limite annuelle pour laquelle les agents réservistes pourront s'absenter au regard de leur activité militaire, de réduire les préavis légaux pour effectuer ces activités de 3 à 2 semaines, c'était 3 semaines dans le cadre général. Nous, on propose de le passer à 2 semaines pour les absences n'excédant pas 5 jours et de 6 à 4 semaines pour les absences de plus de 5 jours, et de souscrire à la clause de réactivité qui permet au ministère des Armées de mobiliser les agents réservistes par arrêté sous 7 jours lorsque les circonstances l'imposent. Voilà, c'est une délibération qui a été abordée même au niveau métropolitain, puisque l'officier qui s'en occupe est venu présenter à la métropole ces dispositions-là, et je crois que l'ensemble de mes collègues doivent prendre une délibération pour permettre à nos agents qui le veulent de pouvoir s'engager. Je crois que c'est nécessaire. On l'a fait aussi avec les pompiers dernièrement, parce que certains s'investissent dans une fonction de pompiers volontaires, et là aussi, me semble-t-il, on doit accompagner ces engagements qui sont au service de l'intérêt général, et en tant qu'employeur, je crois qu'on peut accorder des facilités. Ce n'est pas des facilités pour partir en vacances ou faire des loisirs, c'est des facilités pour rendre service pour l'intérêt général, et là, dans ce cas précis, pour notre pays. Est-ce qu'il y a des interventions? Mme Gallio, vous voulez dire un mot? Non? Pas de questions, pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité.
Ensuite, le rapport numéro 25, c'est une modification, création d'un poste. Le service de la communication de la ville de Cournon est aujourd'hui composé d'une chef de service et de 2 agents. La chef de service a demandé une mutation pour une autre collectivité. Dans ce cadre-là, il nous a semblé intéressant qu'on réfléchisse de façon un peu plus globale en termes de communication, puisqu'il y a la communication qui s'occupe du journal, etc., mais on a une communication aussi pour le cœur de ville, on a une communication pour les écoles plus, etc., et donc de rationaliser et de mutualiser tous ces moyens dans un seul service. Pour ceci, on vous propose donc dans un premier temps de remplacer la chef de service. Il nous faut donc ouvrir un poste pour qu'elle puisse être remplacée, pardon. Et puis vous verrez que dans la délibération suivante, il y a la création d'un poste qui intégrera ce service, qui en fait prendra en compte les autres postes qui étaient ailleurs. Ça se fera effectif nul, mais ça sera une organisation, enfin nulle, équitable, je veux dire, le même nombre, mais ça sera un peu plus opérationnel en termes de communication globale, voilà, tout simplement. Sur cette délibération, des questions? Monsieur Ramon? Nous avons un certain nombre de questions, monsieur Rage. La première, combien avez-vous embauché de directeurs depuis le début de ce mandat? La deuxième concerne cette embauche, est-ce qu'elle sera CDD ou est-ce qu'elle sera titulaire? Pourquoi cette question? Parce qu'en feuilletant les documents budgétaires, nous sommes aperçus qu'il y avait 2 catégories A qui ont vu leur salaire, parce qu'ils sont CDD, augmenter de 13,68 pour l'une et de 16,44 pour l'autre entre 2023 et 2024. Cela dépasse largement l'augmentation du point d'indice. Pourquoi? D'autre part, vous devez être à mesure de nous dire qui vous avez choisi, puisque vous avez lancé l'appel à candidature avant le vote du Conseil sur la création du poste. Et d'autre part, par là même, nous formulons la demande d'avoir un organigramme complet des postes avec les catégories et... Pardon. Voilà. Très bien, alors monsieur le maire va vous répondre du coup. Alors sur la délibération elle-même, ça nous arrive régulièrement de lancer un appel à candidature et tant que la personne n'est pas recrutée, la délibération elle peut passer, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça nous évite de perdre du temps. Par exemple, pour que vous ayez un exemple, la chef de service elle est partie il y a déjà un mois, je pense, à peu près. Puisque à chaque fois il y a des vacances, etc. Donc les candidatures restaient jusqu'à la fin de ce mois. Après, ça fait un mois à peu près pour recruter. Pour peu que ça soit quelqu'un qui soit sur un emploi où il a 3 mois de préavis, on est déjà à 4 ou 5 mois ou 6 mois, voire 6 mois sans que le poste soit occupé. Donc on lance en parallèle et là-dessus, il n'y a absolument aucun souci. Les postes, ils sont ouverts en priorité, pour répondre à votre deuxième question, ils sont ouverts en priorité aux fonctionnaires. Donc ceux qui ont passé un concours qui est de niveau catégorie B, alors même si notre ministre veut supprimer les catégories, mais de catégorie B rédacteur ou de catégorie A attaché. En priorité, on examine ces candidatures. Si nous n'avons pas de candidature statutaire qui correspond au profil ou avec laquelle on pense pouvoir travailler, à ce moment-là, on passe dans la deuxième catégorie, qui n'est pas des statutaires et qui est donc des contrats à durée déterminée. Il s'est inscrit ici, si on ne trouve pas de titulaire, ça sera un contrat de durée déterminée de 3 ans, renouvelable une fois. Sur les augmentations, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais il faut savoir que les CDD... Oui, c'est ça. Oui, sur les CDD n'ont pas le même déroulé de carrière, bien évidemment, qu'un titulaire fonctionnaire. Et dans le cadre du RIFSEP, c'est simplement ça, comme quand on a délibéré sur le RIFSEP, les titulaires ont une codification, ils ont une augmentation de leur régime indemnitaire, et pour les CDD, c'est ce qui s'est passé, donc la cotation de leur poste a dû augmenter. C'est pour les CDD une augmentation qui se fait, pendant 3 ans, ils peuvent rester au même niveau, hein, mais là c'est simplement la mise en place du RIFSEP.
Et puis, sur le nombre de directeurs que j'ai embauchés, alors bon, c'est pas moi, c'est la ville qui les embauche. Vous avez un organigramme qui a été présenté en CST il y a déjà quelques temps et il n'a pas bougé. Nous avons simplement, depuis que je suis élu maire, organisé un organigramme avec donc une direction générale, un directeur général qui est toujours le même, donc je ne l'ai pas embauché, il était déjà là. Une directrice adjointe, mais qui a remplacé un directeur adjoint qui existait avant. Et on a simplement structuré 5 pôles, donc un pôle direction de la culture, un pôle direction des ressources, un pôle direction des ressources. Alors vous pouvez me dire, j'ai embauché un directeur des ressources, sauf que si vous creusez un peu, le directeur des RH, le directeur des finances, globalement, on s'y retrouve, il y aura un poste qui ne sera pas remplacé. La directrice, la DGA fait aussi fonction de directrice des services ATDD. Et le directeur général a gardé, pour ne pas embaucher quelqu'un, en direct les services opérationnels. Et ensuite, il y a un directeur du CCS qui est dans la salle d'ailleurs et qui a remplacé un directeur du CCS. Et un DST, pardon, et un directeur des services techniques qui est à mi-temps ville et métropole. Donc si vous essayez de dire, comme vous allez le dire, je crois, dans votre prochaine lettre d'opinion, qu'on a embauché beaucoup de directeurs, peut-être au détriment du reste, je vous dirais que pour la première fois depuis 10 ans, nos ateliers sont ce qui devraient être, c'est-à-dire que l'ensemble des postes ouverts sont pourvus. Ça a été compliqué, mais on a réussi à le faire. L'organigramme de la ville est clair, lisible. Il a été réorganisé, il correspond à ce que j'attends moi d'un organigramme. Je pense que ça permet à chacun de trouver sa place. Vous confondez sûrement, je crois, directeur et cadre A. Je vous rappelle par exemple, parce qu'il faut savoir lire les choses, qu'il y a plus aujourd'hui de cadres A, ce que vous devez appeler des directeurs, je pense, au CCAS qu'à la ville. C'est simplement, aujourd'hui, les infirmières sont cadre A, les EJE, c'est ça, oui, sont devenus cadre A. Enfin voilà, donc il y a plus de cadre A, donc vous pourriez écrire, il y a plus de directeurs au CCS qu'à la ville, alors qu'au CCS, il doit y avoir 150 agents, et à la ville, il doit y en avoir 400 ou 450. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. D'autres interventions ? Alors, sur cette délibération-là, y a-t-il des avis contraires ? 4 avis contraires, des abstentions. C'est adopté. Je vous remercie. Ressources humaines, tableau des effectifs, modification. Et donc là, par le poste dont je vous ai parlé, c'est simplement des remplacements. Donc, il y a un adjoint technique, c'est un électricien qui est parti à la retraite. On est obligé d'ouvrir un poste pour le remplacer. Les ATSEM, simplement, on a des ATSEM qui sont en remplacement contractuel parce qu'on n'a pas tout à fait le nombre d'ATSEM qui ont le véritable concours d'ATSEM. Petit à petit, on va y arriver. Donc, ces 3 postes à temps complet, c'est comme l'année dernière. Sur le centre d'animation municipale, c'est le directeur adjoint qui a intégré le CAVL. C'est un poste qui est payé par la CAF, donc on le remplace. Sur les finances, le directeur adjoint des finances est devenu directeur, et le directeur s'en va à la retraite, donc on le remplace. Sur les professeurs d'enseignement artistique, le directeur du conservatoire, M. Martin, s'en va à la retraite, il est remplacé par un des professeurs, M. Bouche, d'ailleurs on peut le dire, je pense, et qui lui-même, il faut qu'on le remplace. Et puis sur les instructeurs des droits des sols, nous avons un instructeur qui a demandé sa mutation, on est en train de le remplacer. D'ailleurs, on a un peu de mal à trouver un candidat. Je me tourne vers Madame Donat et j'espère qu'on va trouver rapidement parce que c'est ceux qui étudient tous les permis. Donc là, c'est un remplacement. Ensuite, il y a des ouvertures de postes dans le cadre de réussite au concours et je félicite ceux qui passent les concours et qui les réussissent. Donc, à l'accueil, nous avons une agent qui a passé le concours de rédacteur et qui l'a eu. Donc, on lui ouvre un poste. Et puis, voilà, on a fait le tour de tous les postes. Y a-t-il des questions sur... Pas de questions. Des avis contraires? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Madame Brun, pour le rapport 27, c'est la convention sur les titres sécurisés. Alors, oui, afin d'améliorer les services rendus aux usagers par le service public et pour simplifier au mieux leurs démarches administratives et celles des autres administrations, il est proposé d'adhérer au dispositif Comedec.
Comedec, qui est l'abréviation de communication électronique des données d'état civil. Ce dispositif permet aux différents organismes habilités de faire la demande d'actes d'état civil auprès de l'officier d'état civil dépositaire et d'en faire la vérification par voie électronique. L'usager n'est donc plus dans l'obligation de fournir une copie ou un extrait de l'acte. Cette adhésion permettra, entre autres, de simplifier les démarches administratives des usagers, de garantir une meilleure protection de la vie privée et des données personnelles des usagers, de simplifier la vérification des actes d'état civil, de réduire le nombre de demandes à celles qui sont fondées, de réduire les frais d'affranchissement. Je précise que l'adhésion à ce dispositif donnera lieu à une participation financière de l'État proportionnelle au nombre de demandes traitées. Et je vous invite à vous prononcer favorablement à l'adhésion de la commune au dispositif Comedec, à approuver les termes de la convention entre le ministère de la Justice, l'Agence nationale des titres sécurisés, connue sous ANTS, et la commune de Cournon d'Auvergne, et à autoriser Monsieur le maire à signer la convention et tous les documents se rapportant à cette demande. Merci. Des questions? On améliore le service à chaque fois, on essaye, on améliore le service à la population et on soulage un peu les agents de tâches un peu répétitives. Pas de problème, ça montre aussi. Et les usagers aussi. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. La dernière délibération, puis ensuite j'ai quelques décisions qu'il faudra que je vous lise, c'est donc celle qui a été rajoutée sur table. Voilà, vous avez le plan et je laisse Monsieur Métria vous en parler. Bon, ça a été. Donc c'est une délibération en vue d'une acquisition de parcelles cadastrées BS 620 6 5 rue du Forail. Donc bon, tout d'abord je tiens, enfin vous présentez pas des excuses, mais à vous dire bon, je suis désolé qu'elle arrive si tardivement, mais c'est aussi, on va dire, une opportunité qui s'offre à la ville, puisque c'était pas aussi prévu que ça aille aussi rapidement. Et vu les délais des fois d'acquisition qui vont mettre quelques mois, c'est vrai qu'il était important de prendre ces délibérations à ce conseil municipal plutôt qu'à d'attendre le conseil municipal du mois de juillet. Donc je vous rappelle juste qu'il y a deux grands projets qui vont un peu modifier notre ville, c'est savoir le projet Cœur de Ville et le projet de refonte de la ligne C de trambus qui va traverser toute la ville. Donc ces deux projets vont inévitablement induire des modifications importantes sur l'organisation de la ville, tant sur le trafic routier que sur le stationnement de la ville, quoi. Donc en 2023, il avait été lancé une étude et cette étude avait permis d'identifier la nécessité de faire évoluer le plan de circulation de la ville, qui vous sera présenté dans les semaines qui viennent, quoi, je crois à peu près. En particulier celui du Vieux-Bourg et celui qui sera autour de la place République. La nécessité aussi de proposer une stratégie en matière de stationnement, à la fois sur le zonage et à la fois sur la réglementation, donc, et par la création de nouveaux parkings. Donc dernièrement, le premier espace de stationnement qui avait été organisé et qui a été réalisé, c'est l'espace Gimel, qui est à l'ouest de la place la future place République, et qui avait pour but de restituer les places qui étaient sur la place Joseph Gardet. S'agissant de la desserte de l'est de la commune, il y avait cette problématique de trouver un endroit pour créer du stationnement, puisque au sud de la place République, on est plutôt vers le collège et vers les écoles Bournel, mais là, il peut y avoir une proposition de stationnement déjà existante. Donc il était important de travailler sur l'est. Donc depuis quelques mois, dans le cadre du plan local d'urbanisme métropolitain, il avait été identifié des parcelles qui ont été placées en emplacement réservé dans le cadre du futur PLUI pour réaliser ces espaces de stationnement. Et dernièrement, il y a une de ces parcelles qui a été mise en vente, à savoir la parcelle BS 620, qui se retrouve 5 rue du Foirail. Donc c'est une parcelle qui au global représente une surface de 3500 m², qui abrite une maison de 350 m². C'est l'ancienne propriété de c'est la propriété actuelle de monsieur et madame Langlade, qui a été mise en vente en 2024 au prix de 690 000 €. Donc la ville s'est rapprochée du vendeur pour lui expliquer son intention de préempter une partie de la parcelle, à savoir 2000 m², en vue de réaliser un parking de stationnement. Ceci étant dit, il vous est proposé d'autoriser monsieur le maire à signer un compromis de vente avec une clause de substitution
Cette clause de substitution, elle a pour enjeu de dire que la commune va signer le compromis de vente comme un autre acquéreur, on serait 2 acquéreurs. On ferait l'acquisition des 2000 m² en vue de réaliser le parking pour la somme de 290 000 €. Et un autre acquéreur qui est identifié par l'agence et par le vendeur, lui ferait l'acquisition de la maison et d'une parcelle de 1410 m² au prix de 400 000 €. Donc ça nous permettrait d'acquérir ces 2000 m², comme je disais, au prix de 280 000 €, ce qui représente à peu près 145 € du mètre carré, sachant qu'on est sur des terrains qui sont aujourd'hui constructibles. Donc le prix est assez correct pour la commune. Et donc du coup, c'est un terrain qui est stratégique, comme je vous disais, puisque en fait, c'est un terrain qui permet d'avoir un accès sur la rue du Foirail, qui permet d'avoir un accès sur l'avenue du Pont par derrière, et un accès sur la rue du Commerce, avenue de l'Allier. Voilà. Voilà. Donc du coup, l'idée, c'est d'acheter en gros la partie basse, on va dire, avec l'accès sur voilà, toute la partie basse qui donne l'accès sur l'avenue du Pont et l'avenue de l'Allier, et de garder un accès le long de la maison qui débouche sur la rue du Foirail aujourd'hui, pour avoir un accès piéton, ce qui permet que ce stationnement se ferait par les 2 rues d'en dessous. Et les gens qui se stationneraient là pourraient aller sur la rue du Commerce et le cœur de ville par la rue du Foirail. Voilà. Merci pour cette présentation, M. Métria. Des questions, je suppose? Monsieur Ramon? Et oui, je pose des questions, M. Pasquito. Excusez-moi, ça sera un peu plus long. Non, mais vous avez dit en commission. Oui. Non. Allez-y, monsieur Ramon, posez vos questions. Mais je vous le dis. Simplement, nous regrettons effectivement que cette délibération n'ait pas été présentée en commission. Cette délibération prouve effectivement l'improvisation sur les 2 projets qui sont Place Gardée et Inspire. Et nous nous posons la question si avec l'argent des Cournonnais, vous n'allez pas acheter toutes les maisons. Parce qu'à chaque conseil, on préempte des maisons. Le parking Gimel auquel vous faites allusion, M. Métrias, est pratiquement vide tous les jours. Laissez finir, M. Ramon. Ensuite, les 290 000 s'ajoutent bien sûr les frais de notaire, de géomètre, annexes et aménagement. Je regrette que ce soit la ville qui prenne cet engagement entier, parce qu'en fait, si je comprends bien, c'est pour le budget, c'est pour Inspire qu'on crée aussi ce parking. Donc il faudrait que ça soit une partie dans le budget Inspire. Et non pas tout sur les Cournonnais. Vous avez terminé, M. Ramon? Oui. Oui, alors après, bon, sur la première, sur l'utilisation de parking Gimel, on peut considérer peut-être qu'aujourd'hui, il n'est peut-être pas complètement plein, parce qu'en fait, il ne remplit pas complètement son utilisation, puisque aujourd'hui, le cœur de ville est en travaux, donc on peut imaginer que ça attire peut-être un petit peu moins de monde, mais on peut faire le pari qu'après, c'est un parking qui aura son usage. Et je vous ferai remarquer que si pour dire ceci, ça voudrait dire qu'il n'y a pas besoin de construire un 2e parking, il ne faudrait pas nous reprocher dans quelques années de dire qu'on a fait un cœur de ville sans aucun stationnement et qu'on a interdit aux gens de venir en voiture. Donc on sait que de toute manière, il y aura une demande. Après, dire que ce parking 2e devrait être porté par Inspire, enfin, je ne vois pas pourquoi Inspire porterait ça. Inspire, son projet, c'est un projet de transport public. Ce n'est pas un projet de transport routier, de dire que les gens vont venir ici. Par contre, qu'Inspire a créé 27 parkings, je crois, c'est 27 parkings relais, mais qui sont beaucoup plus en périphérie, parce que l'intérêt de créer un parking relais à cet endroit-là pour prendre le bus, je ne vois pas l'intérêt pour Inspire. Par contre, c'est un vrai projet Cournonnais, puisque l'intérêt, c'est de créer un stationnement de proximité qui va avoir 2 vocations, un peu comme le parking Gimel. C'est-à-dire que c'est un parking qui, à la journée, sera certainement, on verra après les usages, mais certainement réglementé comme le parking Gimel pour qu'il soit au service du commerce et de l'attractivité. Ça veut dire voilà, que les places puissent tourner. Et que le soir et le dimanche, ou le week-end, il puisse être aussi à destination des riverains qui, des fois, ont des
c'est un peu complexe des fois pour se garer dans ces endroits un peu de vieux bourg. Voilà. Donc en fait, nous, on est convaincus que aujourd'hui, moi, je serais le premier à dire qu'on pourrait passer le cap de l'automobile, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, collectivement, nous soyons prêts à abandonner l'automobile d'un seul coup. Donc, on peut imaginer que ces parkings de proximité autour du cœur de ville, ça permettra à des gens encore de venir, de venir en cœur de ville, encore en voiture, parce que la voiture est encore un moyen de transport important. Donc, on aura nos 3 propositions de stationnement, une à l'ouest sur le parking Gimel, une à l'est sur ce futur parking, on va dire, je ne sais pas comment on l'appellera, mais le parking, l'avenue du Pont, lui trouvera un nom, et au sud où il y a les stationnements un petit peu de Henri Bournel et tout ça. Après, je tiens juste à attirer votre attention qu'aujourd'hui, on verra le niveau d'aménagement de ce parking, mais l'idée, c'est de construire un parking plutôt dans l'esprit du parking Gimel, c'est-à-dire un parking paysager, pas forcément qu'une nappe de goudron. Et de toute manière, même si la commune investit dans ces lieux, si dans 30 ans, dans 40 ans, nos successeurs découvrent que la voiture devient inutile en ville et qu'il n'y a plus de place, il n'y a plus besoin de faire de la place à les voitures, c'est des espaces qui seront facilement mutables pour faire du logement ou quoi que ce soit, puisque avec la loi ZAN maintenant qui va restreindre énormément les étendues des villes, je pense que la moindre parcelle de terre qui sera en centre-ville aura une certaine valeur. Et après, on peut dire qu'on achète des maisons, mais là, c'est la dernière opportunité pour être proche cœur du ville et faire un parking où justement on n'a pas besoin d'acheter de maison. C'est-à-dire qu'on achète un terrain à 145 € du mètre carré. Si cette opération ne se faisait pas, si demain on doit faire un parking, ça sera vraiment d'acheter des maisons, mais là on est plus sur les mêmes montants financiers. Donc je pense que c'est une opportunité, cette maison s'est mise en vente. L'idéal, c'est que justement on n'achète pas la totalité, on n'achète qu'une partie du terrain. Il y a un acquéreur qui lui est prêt à acheter la maison, qui n'est pas gêné par le fait qu'il y aura un parking en dessous, du moment que ce parking est paysager et que ça ne pose pas de problème. Donc voilà, donc c'est une opération qui a un certain coût, mais qui, eu égard aujourd'hui au coût du foncier sur Cournon, reste encore, on va dire, dans un coût, on va dire, ou si j'ose pas dire qu'on fait une bonne affaire, mais que la commune achète à un juste prix. D'autres interventions? Si, pour répondre à l'improvisation, si on était incompétent, on l'aurait laissé passer. Si on improvisait, on aurait utilisé notre droit de préemption. Et comme on est très compétent et pas du tout dans l'improvisation, on a réussi à anticiper et à faire un accord avec un acheteur potentiel sur une vente sur laquelle on regardait depuis un moment. Donc je pense qu'au contraire, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est vraiment la preuve que ce que l'on fait est plutôt réfléchi, même très réfléchi, et très professionnel. Sur la question du foncier, c'est vrai que ça peut... Je comprends que vous ayez cette interrogation. On a l'impression qu'on achète beaucoup et que l'on détruit beaucoup aussi. Alors, il faut savoir que dans les maisons aujourd'hui que l'on déconstruit, il y en a une grande partie qui ont été achetées largement avant nous, qui ont été achetées déjà depuis 10 ans, 15 ans. Celles qui sont vers le collège Marc Bloch, il y en a qui sont achetées depuis très longtemps. Et comme aujourd'hui il y a un projet, il y a une déconstruction pour pouvoir reconstruire autre chose. Vous verrez au fur et à mesure des conseils municipaux qui passent que l'aménagement de notre territoire, on peut en parler, on peut le faire, que le jour où on a de la maîtrise foncière. Sinon, c'est du blabla. C'est du blabla. Vous pouvez dire, ah oui, on va faire ça, on va mettre des commerces. C'est du blabla. Si vous n'avez pas la maîtrise foncière, vous n'avez absolument pas de levier pour réorganiser une ville et pour ce qu'on fait, la dessiner, lui créer un cœur de ville, etc. Ça sera d'autant plus vrai, j'attire votre attention, et ça fera le lien avec le prochain conseil municipal où on vous présentera le PLUI, ça sera d'autant plus vrai avec les contraintes aujourd'hui que nous ont fixées le gouvernement, mais aussi avec l'accord de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la loi ZAN, le zéro artificialisation nette, où d'ici 2035, il faut qu'on diminue de 50% l'utilisation de terres agricoles, ou en tout cas de terres sur lesquelles il n'y a pas de maison, et d'ici 2050, qui est un équilibre absolu. C'est-à-dire que quand vous mettrez un bout de maison, un bout de cabane sur une terre pas urbanisée, il faudra que vous enleviez une maison ailleurs et que vous la rendiez à la nature.
Donc tout ça, ça nécessitera que l'on ait des réserves foncières qui nous permettront de concevoir peut-être un habitat un peu différent. Je pense par exemple dans ce qui va être construit dans les années à venir, les gens anticiperont sur, on va faire 3 étages, ils anticiperont pour que peut-être que 10 ans après, il faudra faire un 4e étage parce qu'on ne pourra plus s'étendre. On vous expliquera ça lors du prochain PLUI. C'est 240 hectares 240 ou 260, je crois, 260 hectares qui ont été rendus, qui doivent être rendus de zones urbanisables sur la métropole, qui doivent être rendus en zone naturelle ou zone agricole. Il faut les trouver, on vous dira où nous on les a trouvés à Cournon. C'est les propositions qui ont été faites et qui ont été retenues par la métropole en espérant que l'État les accepte. Mais c'est un exercice compliqué qui nous oblige à avoir une réflexion sur l'aménagement du territoire qui est différente de ce qu'elle était avant. Et en tout cas, si vous n'avez pas de réserve foncière, vous n'avez aucun levier et vous faites que parler, ou peut-être faire des promesses dans une future campagne électorale, mais ça n'ira pas plus loin que ça. Aujourd'hui, on est en capacité, parce que depuis longtemps on achète, et parce qu'on continue à acheter, d'avoir des vrais projets qu'on peut mener. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, sur cette délibération, y a-t-il des avis contraires? 4 avis contraires, des abstentions. C'est adopté, je vous en remercie. Alors, il me reste à vous lire... Pardon, excusez-moi, monsieur Clavel, oui. Ça dépend sur quoi. Sur ce qui vient de se passer, bien sûr, je vous la donne, la parole. Si c'est en lien avec la délibération, quand même. Oui. Très bien, monsieur Clavel, allez-y. Je suis un petit peu surpris. Parfois, on entend des choses, on voit des choses, et on a beau les entendre et les voir, on n'y croit pas. Il y a quelque temps... il y a eu beaucoup de bruit, les commerçants se sont fait entendre à juste titre et je les soutenais, comme quoi il n'y avait pas, il y avait beaucoup de parkings qui allaient être supprimés, que la ville allait tout faire via un Inspire, voilà, donc la ville était visée. L'équipe municipale a bien entendu, a bien pris conscience des problèmes de tout ça. Voilà, donc je suis interlocuté. Voilà, j'ai du mal à trouver mes mots parce que je n'y crois pas. Voilà, je n'y crois pas. Donc là, il y a une opportunité à avoir. On a été réactif. On va faire un parking de 50 places à 50-100 mètres de la rue du Commerce où ils souffrent, où leurs interrogations sont légitimes. Et là, aujourd'hui, votre équipe, qui se dit proche des commerçants, votre compte contre 50 places de parking dans un lieu stratégique. Je tremble presque, parce que je pense aux commerçants qui nous regardent, qui ont peut-être leur avis politique ou quoi que ce soit, et je pense qu'ils sont dans le même état que moi. Voilà, là je suis mais bluffé. Donc là je félicite toute l'équipe municipale, parce que ce n'est pas moi qui ai porté tout ça, et sincèrement au nom des commerçants qui réfléchissent, c'est leur vie, leur commerce c'est leur vie, donc les usagers, leur clientèle, tout ce qui peut faciliter leur venue et le bienfait de leur commerce, sont sensibles au travail que l'on fait, et j'espère que nous en serons récompensés plus tard. Mais là, franchement, votre politique, elle est... Mais là, je ne pouvais pas, je n'y crois pas. Je boirai un petit coup après, parce qu'il faut que je me remette. Je vous remercie. Le cri du cœur de monsieur. Alors, les décisions que j'ai prises depuis le dernier conseil municipal, il faut quand même que je vous en fasse lecture. Pour la culture, il y avait une convention de mise à disposition de la salle voûtée pour l'association Espace de Lille, qui nous a permis d'ailleurs, et c'était une très belle réussite, de mettre en place un événement autour des métiers de l'artisanat. Voilà, donc il a fallu passer une convention. Nous avons 2 demandes de subvention. La première auprès du Fonds vert, on en a plusieurs, au titre du Fonds vert sur l'accompagnement à la stratégie nationale de la biodiversité 2030. C'est un sujet qui est suivi par Madame Perrin et Madame Alexandre sur l'APPB du Puy-d'Anzel. Donc l'État va nous accompagner. Une demande de subvention alors là, auprès de l'Agence de l'eau, sur la renaturation de la cour d'école maternelle Lucie Aubrac, c'est la végétalisation. Il y a une deuxième, d'ailleurs, décision comme ça, c'est auprès du Fonds vert,
pour la renaturation de la cour d'école de la maternelle Lucie Aubrac. Donc on devrait avoir des sommes importantes pour nous accompagner. Ensuite, une convention de mise à disposition d'une salle à la Maison des Citoyens au profit du délégué de l'autorité administrative indépendante, le défenseur des droits. Vous savez qu'à la Maison des Citoyens, il y a un nombre de permanences. D'ailleurs, un jour, il faudra qu'on fasse la liste, mais de permanences pour accompagner les citoyens. Je ne sais pas, il doit y en avoir 15, 20, 25 peut-être. Des avocats, de la CAF, des gens pour des impôts pour nous accompagner, enfin, etc. Et donc là, c'est pour que le défenseur des droits puisse tenir des permanences. Ensuite, mise à disposition, ça c'est classique, de 18 chalets pour la commune de Châtel-Guyon. Et vous avez aussi les marchés conclus. Donc vous avez une feuille avec tous les marchés conclus depuis le dernier conseil. Vous verrez que la commission d'appel d'offres se réunit régulièrement. Je remercie Bernard de la présider et puis et l'ensemble des membres qui suivent ça avec attention, donc des sommes importantes. Et vous avez les services aussi d'ailleurs, hein, c'est un vrai boulot. Et les élus, vous voyez, qui sont présents, et il y a toujours eu le quorum. Et puis, vous avez aussi le rapport annuel sur la qualité et le prix du service public de l'assainissement collectif. C'est le SIAVA, le syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de Lauzon. Vous avez donc les différents chiffres. Si un jour vous avez des questions là-dessus, Yves pourra vous en parler. Voilà, nous avons fini ce conseil. Il est 20h, nous avons mis 1h30. Ça me paraît très bien. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se retrouve dans un petit peu plus d'un mois. Merci beaucoup.